Hello YouTube! Moi et mon tube dans le nez, on est de retour pour une seconde vidéo d'analyse sur Dune. Et oui, je continue sur ma lancée. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai récemment sorti une grosse vidéo de 2 heures qui étudiait et comparait les différentes adaptations cinématographiques de Dune, ou plus exactement du premier tome de la saga littéraire Dune. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Allez la voir, elle est cool! Et comme j'ai vachement aimé faire cette vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas réitérer l'expérience en me penchant sur la suite de Dune, Dune Messiah, le deuxième tome délicieusement sombre et déprimant de la saga de Frank Herbert. No question about it, I am ready to get hurt again. Alors cette fois le concept va être un peu différent puisque j'ai pas plusieurs versions à comparer. On va s'intéresser à la seule adaptation qui a vu le jour jusqu'à présent sous la forme d'un épisode de mini-série en 2003. Alors attention, de toute évidence, cette vidéo comporte de gros, très gros spoilers pour l'intégralité du tome 2. Vous êtes prévenus. Comme dans ma première vidéo, avant d'entrer dans le détail, je vais présenter rapidement les œuvres dont il va être question. D'une part, on a le roman, Dune Messiah, le deuxième des 6 tomes de la saga Dune écrite par Frank Herbert. À ce stade, je peux pas ne pas vous présenter la légendaire couverture originale française de la version poche du livre, qui m'a valu un solide fou rire de 5 minutes. Non mais il y a que les Français pour transformer Dune en une espèce de porno pulp au temps des Aztèques. L'illustrateur était sous LSD, je vois pas d'autre explication. Imaginez la déception des lecteurs quand il y a 0 personne à poil dans le bouquin. Je crie à la publicité mensongère. Et 0 protagoniste noir aussi, accessoirement. Le livre est sorti 4 ans après Dune, en 1969, et son intrigue se déroule 12 ans après la fin du premier tome. Paul Atreides, qui a maintenant 30 ans, règne sur la galaxie en tant qu'empereur depuis la planète Arrakis, et l'univers est à feu et à sang suite à la guerre sainte qu'il a déclenchée à la fin de Dune et qui continue à faire rage sans qu'il parvienne à la stopper. Le roman raconte les conséquences de cette guerre, tant sur le plan politique, économique et religieux que sur le plan individuel pour les différents personnages. L'auteur a mentionné en interview que Dune Messiah était en quelque sorte une inversion du premier roman. Là où le premier illustrait une ascension fulgurante au pouvoir et une victoire finale écrasante, le second dépeint ce que j'ai envie d'appeler la rude redescente. Personnellement, j'ai surnommé Dune Messiah le livre de la dépression parce que, ouais, clairement la lecture m'a déprimé. Ceci dit, j'ai adoré le livre, qui est à mon sens une suite parfaite à Dune, mais c'est le genre de bouquin qui laisse un goût très amer dans la bouche. Comme je le disais, à ce jour, ce tome 2 n'a eu droit qu'à une seule adaptation filmique. La chaîne de télé américaine Sci-Fi, qui avait adapté le premier tome de Dune en une mini-série de 3 épisodes en 2000, s'est lancée 3 ans plus tard, en 2003, dans une saison 2. 3 nouveaux épisodes, réalisés par Greg Yaitanes, qui adaptent à la fois le tome 2 et le tome 3 de la saga, Dune Messiah et Children of Dune. Un épisode d'1h30 est consacré au tome 2, les 2 épisodes suivants au tome 3. A noter que dans cette vidéo, je vais m'en tenir strictement à l'adaptation du tome 2, donc au premier des 3 épisodes. Parce que analyser l'adaptation de 2 bouquins à la fois, surtout des bouquins aussi denses et complexes que cela, ce serait bien trop ambitieux. Pour info, David Lynch, qui avait adapté Dune en 1984, avait prévu d'adapter également la suite. Un script avait déjà été écrit, mais le second film n'a jamais vu le jour à cause de l'échec critique et commercial du premier. Denis Villeneuve, lui, qui nous a servi les récents chefs-d'œuvre Dune partie 1 et 2, est en train de travailler sur le scénario d'un 3e film qui adaptera Dune Messiah et conclura la trilogie qu'il a prévue. Vu la qualité des 2 premiers films, autant dire que je frétille d'impatience. La raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de l'adaptation de Dune Messiah par Sci-Fi, c'est que dans ma première vidéo, j'avais été assez critique à l'égard de la saison 1 de la mini-série. Pour moi, elle est bourrée de défauts. Et même s'il faut lui reconnaître des points positifs, notamment un effort certain de fidélité à l'œuvre originale, elle comporte plein d'aspects qui vont pas du tout, pour un résultat, à mon avis, très bancal et médiocre. Par conséquent, en m'attaquant au visionnage de la saison 2, j'avais absolument aucune attente. Même producteur, mêmes acteurs principaux, en partie même équipe technique, je me disais donc que ça allait être du même niveau que la saison 1, ni plus ni moins. Eh ben, figurez-vous que j'ai eu tort. I've never been so wrong in all my life. À ma grande surprise, il y a une énorme différence de qualité entre la saison 1 et la saison 2. Celle-ci est 100 fois meilleure à tous les niveaux, et très honnêtement, sans ironie aucune,
je peux affirmer que dans l'ensemble, Dune Messiah vu par Sci-Fi, c'est plutôt bon. Croyez-moi, j'en suis la première étonnée. Et du coup, ça m'a donné très envie d'y consacrer une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va partir sur une approche chronologique. On va analyser l'épisode du début à la fin, et par le prisme des différentes scènes, je vais aborder tous les thèmes dont j'ai envie de vous parler. Le scénario et le travail d'adaptation, les personnages, les acteurs, les effets visuels, les costumes, la musique, etc. On va analyser ce qui marche moins bien, et en quoi cette nouvelle saison vient considérablement relever le niveau de la première. L'épisode commence par un prologue qui replace les événements dans leur contexte et résume les 12 ans qui se sont passés depuis la fin de Dune. 12 years since Emperor Shaddam IV was defeated, and Paul Muad'Dib's wild Fremen spread out across the universe, exterminating all that remained of the old Imperial armies. Et très franchement, il m'a suffi d'1 minute pour comprendre que j'allais voir un truc d'une qualité largement supérieure à la première saison. D'emblée, ça fait beaucoup moins cheap. On a un aspect un peu épique qu'on n'a jamais eu dans la saison 1. J'aime à penser que le réalisateur s'est fortement inspiré du Seigneur des Anneaux, qui est sorti pile entre les deux saisons. Parce que, je sais pas, il y a un côté très Seigneur des Anneaux à ce prologue. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. C'est une ambiance très différente de la saison précédente et tout est juste mieux. Le montage, les décors, le sound design, la musique. J'ai été agréablement surprise dès les 30 premières secondes. On apprend par une voix off que la guerre fait rage, que les Fremen de Paul Atreides exécutent tous les opposants politiques et religieux sans pitié, et on suit Farrokh, un des commandants Fremen, qui découvre que son fils a été blessé pendant les affrontements. Le fils est devenu aveugle, il a les yeux complètement brûlés, et il supplie son père de ne pas l'abandonner dans le désert. Don't give me to the desert, Father. Please. Don't send me to die. Serait-ce par hasard du foreshadowing? Retenez ces infos, on va y revenir. La narration en voix off est celle d'Irulan, la fille de l'ancien empereur, que Paul avait épousée à la fin de Dune. Alors, en général, je suis pas une fan de voix off qui balance de l'exposition. C'est souvent une solution de facilité. La règle d'or au cinéma, c'est show, don't tell. Mais là, je trouve que c'est pas dérangeant. Ça va avec cette idée de prologue, et c'est aussi un rappel sympa au premier bouquin, dans lequel tous les chapitres s'ouvrent sur une épigraphe écrite par Irulan. Et tout de suite, elle annonce la couleur. Every revolution carries within it the seeds of its own destruction, and empires that rise will one day fall. Chouette, on va passer un bon moment. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On retourne ensuite dans le décor familier de la planète désertique Arrakis. Au bon lait de brebis, c'est un délice. Paul se balade dans les rues de la capitale, incognito sous sa capuche. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Alec Newman, l'acteur qui joue Paul, fait enfin l'âge qu'il est censé avoir. Parce que le mec avait tellement pas l'air d'avoir entre 15 et 18 ans dans le premier Dune que c'était juste trop drôle. Là, le personnage a 30 ans, l'acteur aussi, à peu près, et ça passe tout de suite infiniment mieux. On constate également qu'un gros progrès a été fait sur les yeux bleus des Fremen, qui avaient vraiment une sale gueule dans la saison 1. Cette fois, c'est plus des espèces de LED bleu fluo qui brillent dans le noir et qui donnent au personnage un regard flippant. Là, ils sont naturels et vraiment bien faits. Un détail qui a son importance, Paul remarque un seau d'eau renversé sur le sol. Or, pour la population d'Arrakis, l'eau, c'est la denrée la plus précieuse. On parle de gens qui recyclent littéralement leur transpiration ou leur urine pour les boire. Perspiration passes through heat filaments and salt precipitators. Water is reclaimed in catch pockets, which you can draw from this tube. Donc voir de l'eau renversée par terre, c'est le signe ultime que le monde est en train de changer et que les habitants se sont habitués à un luxe qui leur fait oublier leurs traditions. C'est une thématique qui va être très récurrente dans l'histoire. La série nous montre pour la première fois de vrais plans d'ensemble d'Arrakeen, la capitale d'Arrakis. C'est un problème que j'avais avec la première saison. Les plans larges sur les décors étaient très rares, ce qui fait qu'on avait très peu la notion d'espace et d'échelle. Les quelques décors qu'on voyait dans leur ensemble étaient plutôt décevants et mal foutus. Bon, soyons clairs, on voit que c'est du numérique, les effets spéciaux sont pas terribles. Mais au moins, ils ont essayé. La caméra se balade pour la première fois dans les décors et arrive à véhiculer le grandiose démesuré de cette ville impériale.
Regardez ce plan par exemple. On n'a jamais eu un seul plan de cette échelle dans Dune. La foule dans Dune, c'était 3 pelés et un tondu devant un matte painting tout plat. Là, malgré des imperfections évidentes, ça a quand même plus de gueule. On est ensuite introduit à la version adulte du personnage d'Alia, la petite sœur de Paul qu'on avait vue enfant dans Dune. Alia est devenue une sorte de gourou qui prêche la bonne parole pour son frère et nourrit le fanatisme religieux du peuple en entretenant le culte de Muad'Dib. He is the power that awakens the soul. Paul assiste à la cérémonie et a l'air moyennement ravi. Et la scène suivante, où Paul retrouve les Fremen Stilgar et Korba, nous confirme qu'il a une vision très critique de tout ce fanatisme. Tell me, Korba, when was it you reinvented yourself from Fremen Fedaykin to religious fanatic? Je rappelle que lui, il sait que ça repose sur rien, que tout ce délire religieux est basé sur de la propagande et de la manipulation. J'aime bien le fait que Stilgar, Korba et d'autres aient tous le crâne rasé. C'est un détail tiré du roman, dans lequel les Kwisatz Haderach, qui sont un peu la milice religieuse de Paul, ont la tête rasée. Notons aussi que Stilgar n'est plus joué par le même acteur. Plusieurs personnages ont été recastés entre les saisons 1 et 2, mais dans l'ensemble, c'est pour le mieux, donc c'est pas si grave. En l'occurrence, j'aime plutôt bien le nouveau Stilgar, même si en 12 ans, il a pris un sérieux coup de vieux, le pépère. Entre parenthèses, puisqu'on parle des changements d'acteurs, je trouve ça assez perturbant que certains acteurs de la saison 1 reviennent dans la saison 2, mais dans le rôle d'un autre personnage. Korba, par exemple, est joué par Karel Dobry, qui jouait le docteur Liet Kynes dans la saison 1. Likna, un personnage qu'on va voir par la suite, est joué par Clara Isova, déjà vue dans le rôle d'une servante de la maison Atreides. Non mais il y avait une pénurie d'acteurs en 2003 ou quoi ? On constate rapidement que la série prend le parti de nous révéler bien moins de choses que le livre. En fait, ce qui est très particulier dans Dune Messiah, c'est que Paul a désormais des pouvoirs de préscience ultra développés. En gros, il voit constamment tous les avenirs possibles. I'm kind of psychic. I have a fifth sense. Et l'auteur joue avec ça. Il choisit de distiller des petits spoilers tout au long du bouquin, des bribes de ce que Paul a vu et qui, de façon plus ou moins voilée, annonce ce qui va se passer. Ça fait que pendant toute la lecture, tu sens la grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête des protagonistes. Tu sens l'étau qui se resserre et la catastrophe qui arrive. Ça rend la lecture hyper oppressante et le dosage entre spoiler et suspense est extrêmement bien ménagé. Dès l'introduction du livre, par exemple, page 5, il y a un passage qui te dit que Korba et les Kwisatz Haderach ont comploté pour faire de Paul un martyr et ensuite mettre sa mort sur le dos de sa compagne Chani. La série joue beaucoup moins avec ce côté spoiler potentiel, entre guillemets. Ce que je peux comprendre, même si du coup, ça enlève l'aspect unique de la narration de Dune Messiah. Là, on n'apprend donc rien des intentions néfastes de Korba. En revanche, Stilgar révèle l'existence d'une conspiration contre Paul menée par le Bene Gesserit, la Guilde spatiale The Guild does not take your orders. Et l'ancienne famille impériale. Tous ont évidemment leur propre raison de vouloir mettre un terme au règne de Paul. La réponse de Paul à tout ça est aussi cynique que défaitiste. You're right about one thing still. There is no escape. Vous sentez venir le happy end ou bien ? If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Mais tout d'abord, un peu d'amour dans ce monde de brutes avec une scène toute romantique entre Paul et Chani. Et vous savez quoi ? Je trouve l'actrice qui joue Chani beaucoup moins antipathique que dans la saison 1. Dans ma vidéo précédente, je disais que j'avais énormément de mal avec elle. Elle m'avait exaspéré tout du long. Et là, je saurais pas dire pourquoi, mais la même actrice passe beaucoup mieux. On apprend que Paul donnerait cher pour mettre un terme à la guerre, mais qu'il est conscient de son impuissance à le faire. Command it, Morty. After all, you are the Emperor. Even if I vanished tomorrow, the revolution would follow my ghost. J'aimerais aussi mentionner que la musique de cette nouvelle adaptation, composée par Brian Tyler, est 100 fois meilleure à mes yeux que celle de la première série. Alors, elle est relativement classique, pas follement originale, mais je la trouve bien plus efficace et plus mémorable. Autant je serais incapable de me rappeler d'une seule musique de la saison 1, autant à la fin de cet épisode-ci,
il y avait plusieurs thèmes musicaux qui me restaient en tête. Jenny. I'm not asleep. I thought the doctor said you were supposed to rest. Pour la petite anecdote, cette BO a d'ailleurs été réutilisée dans un certain nombre de bandes annonces d'autres films par la suite. On a ensuite une scène de rêve qui n'est pas dans le livre et dont je trouve l'ajout plutôt étrange. Paul rêve d'un jeune homme qu'il appelle Père, joué par un tout jeune James McAvoy. Le gars est torse nu, parce que la série adore foutre ses gars torse nu. Par la suite, il y aura d'autres scènes de rêve semblables, et je sais pas trop pourquoi ils ont choisi d'inclure ces scènes-là, parce que justement, dans le roman, Paul n'a aucune vision prémonitoire de son fils. C'est une des rares choses qu'il voit jamais venir. Dans la vision, le fils prononce une phrase qui avait déjà été dite par le père de Paul dans Dune, phrase tirée du premier roman. But knowing there's a trap is the first step in evading it. But knowing there's a trap is the first step in evading it. Au niveau esthétique, on retrouve ces images très contrastées, cet éclairage exagérément fort qu'on avait beaucoup eu dans la saison 1 et dont je suis pas fan du tout. Ça fait très amateur ou très clip de rock du début des années 2000. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Mais bon, comme cette fois c'est uniquement utilisé pour les rêves et pas toutes les 5 minutes, à la limite ça me dérange moins. Le reste de la saison est nettement mieux éclairé. La direction de la photo, sans être particulièrement poussée artistiquement, est beaucoup plus propre. Pendant ce temps, sur une autre planète, les conspirateurs se rencontrent pour comploter contre Paul. Parmi eux, la révérende mère du Bene Gesserit, Gaius Helen Mohiam, mais regardez, elle a un costume normal maintenant. Elle a plus son casque de viking. Elle a plus sa moumoute en plastique. Elle a plus ses faux ongles argentés. Pour rappel, voilà à quoi elle ressemblait dans la saison 1. Non mais la moumoute quoi, c'était juste pas possible. Have you worn wigs? No, I have not. Will you wear wigs? Maybe. When will you wear wigs? Et c'est à ce moment précis que j'ai constaté avec une grande joie que le costume design de cet épisode était enfin acceptable. Dans la saison 1, les costumes avaient été ma plus grande source de fou rire. Ils étaient magnifiquement absurdes et ridicules. Et cette fois, ça passe. C'est pas extraordinaire, mais ça passe. Et ça fait plaisir. Les autres conspirateurs sont 2 nouveaux personnages. Scytale, un face dancer, des hermaphrodites qui ont la capacité d'imiter l'apparence de n'importe quel humain, au passage un de mes personnages préférés du 2e bouquin, et la princesse Wenzitsia, fille de l'ancien empereur Shaddam et sœur d'Irulan, l'épouse officielle de Paul. Dans le roman, c'est Irulan elle-même qui fait partie du groupe de conspirateurs. Sa sœur n'est pas du tout présente dans le tome 2. Je comprends pas pourquoi les scénaristes ont voulu inclure Wenzitsia dans la conspiration au lieu d'Irulan. Je trouve même ça dommage, parce que la présence d'Irulan était la preuve que les conspirateurs se trouvaient jusque dans l'entourage très proche de Paul. Ça rendait la menace plus tangible, et le double jeu d'Irulan était super intéressant. Est ensuite introduit un autre personnage qui va avoir un rôle central dans Dune Messiah. Duncan Idaho, l'ancienne amie et maître d'armes de Paul, tué pendant les événements de Dune. On apprend qu'il s'agit d'un Ghola, une sorte de clone recréé à partir d'un cadavre, qui a l'apparence exacte de l'original, mais pas forcément sa personnalité. Duncan Idaho. Perfect duplicate. Perfect Ghola. Dans ce cas précis, on apprend que les conspirateurs veulent offrir ce Ghola en cadeau à Paul, mais que le Ghola a été manipulé, programmé, entre guillemets, pour s'en prendre à Paul dans certaines circonstances. Perfect gift for a lonely emperor. A time bomb waiting for the trigger to explode. You intend to kill Muad'Dib? Exactly.
Bon, pour le coup, c'est le seul acteur dont je regrette le recasting. Je préférais le Duncan Idaho de la saison 1 et son merveilleux accent écossais. But we've taken a force of Harkonnen infiltrators. The Fremen found them in the cave of the Shield Mountains. One of the Fremen, Turok, was badly wounded. De retour sur Arrakis, on nous révèle un événement scénaristique essentiel concernant Chani. Elle n'arrive pas à tomber enceinte, et la raison derrière ça, c'est que Irulan lui glisse en secret un contraceptif dans sa nourriture depuis des années, pour éviter que Chani ne donne naissance à un héritier. Ces révélations vont un peu vite, je trouve. Dans le bouquin, c'est beaucoup plus progressif, et toute la problématique autour d'un héritier au trône est beaucoup plus développée. Du coup, Chani confronte Irulan, et on a le retour d'un élément qui m'avait déjà dérangé dans la saison 1, une rivalité amoureuse entre Chani et Irulan, avec presque un pseudo-triangle amoureux. Do you think you are the only woman who truly loves him? No. But I'm the only woman he loves. Or, à aucun moment, il y a une once de complicité entre Paul et Irulan. Je rappelle que dans le roman, Irulan conspire avec les ennemis de Paul pour l'assassiner. Autant dire que la dynamique est pas tout à fait la même. Pendant ce temps, Paul participe à un conseil de guerre et son costume me fait marrer parce que le mec ressemble plus à un employé du Crédit Agricole qu'à un empereur galactique. Ah, on voulait du minimalisme, il nous donne du minimalisme, hein? Non, je suis mauvaise langue. Ce sera toujours mieux que ça. I am the Emperor! À Arrakeen, Sightale rend visite à Farok, le commandant Fremen qu'on avait vu dans le prologue. Et on comprend qu'une partie des Fremen fait aussi partie de la conspiration contre Paul, pour des raisons qui sont mieux explicitées dans le roman que dans la série. En gros, certains Fremen considèrent que le règne de Paul a changé leurs traditions et leur mode de vie, et veulent regagner leur fierté et leur indépendance d'avant. On en a gros! On voit à nouveau le fils de Farok avec ses yeux brûlés, et dans le roman, il est précisé que le fils a perdu ses yeux suite à l'explosion d'une variante de bombe atomique appelée un Stone Burner. In the business, we call this foreshadowing. Cette scène-là, je dois dire que je la préfère largement dans le livre. Dans le livre, elle baigne dans une ambiance très étrange, très malaisante, que la série peine à retranscrire. On a tout le monologue intérieur de Sightale et la manière dont il manipule Farok. On a cette musique envoûtante que joue le fils en arrière-plan, sa copine complètement droguée dans un état second. Eerie. Really eerie. On a des phrases comme celle-ci, que j'aime beaucoup, qui installent cette ambiance. Sightale realized that somewhere in this recital the music had stopped. He found it disturbing that he could not place the instant when the balisette had fallen silent. Mais j'admets que c'est difficile à adapter en film. Ce feeling de malaise provient principalement du style d'écriture de l'auteur, et je pense que le ressenti est propre à chaque lecteur d'ailleurs. La série a fait ce qu'elle a pu, et la scène est loin d'être mauvaise. Ensuite, on a une nouvelle fois la preuve que les responsables des costumes ont enfin repris les choses en main après la catastrophe intersidérale qu'était la saison 1. Franchement, regardez, ils tiennent tous la route là. Bon, le chapeau doré, je suis pas sûre. Well, mais les autres là, que ce soit les Kwizarat ou les Fedaykin, ils sont pas si mal. Ah, et Paul, lui, a gardé son costard d'employé de banque pour accueillir les délégations étrangères. Par contre, après, désolé, mais je vais devoir être négative. On a la première apparition d'un autre personnage que j'adore, Edric, un navigateur de la guilde spatiale. Et là, je suis confuse, mais les effets spéciaux sont douloureusement mauvais. Genre, qu'est-ce que c'est que cette 3D à 2,50 francs ? Je rappelle que 2 ans plus tôt, au cinéma, on a eu Gollum, hein. Not listening. Not listening. You're a liar. And a thief. No. Alors oui, c'est évidemment pas le même budget, mais quand même, ça te sort complètement du réalisme de la scène, quoi. Après, il y a un effort louable de fidélité au roman en ce qui concerne l'apparence d'Edric. Voici comment il est décrit. Edric swam in a container of orange gas, only a few paces away. His container sat in the center of the transparent dome which the Bene Gesserit had built for this meeting.
The guildsman was an elongated figure, vaguely humanoid, with finned feet and hugely fanned membranous hands, a fish in a strange sea. His tank's vents emitted a pale orange cloud, rich with the smell of the geriatric spice mélange. En guise de comparaison, voilà la version de David Lynch dans le Dune de 1984. Alors, les effets visuels marchent mieux, y a pas à dire. Mais alors, à quel moment cette espèce d'excroissance informe est censée être humanoïde ? J'en sais rien. Mais ça me fait dire que la mini-série aurait sans doute dû favoriser les effets pratiques à l'ancienne plutôt que cette 3D vraiment pas au point. Ah, et aussi, histoire que vous fassiez des cauchemars ce soir, voilà à quoi ressemblaient les navigateurs de la Guilde dans la saison 1 de la série. Je dirais presque que les effets spéciaux sont plus réalistes, mais alors bordel de merde, ils sont terrifiants. Entre parenthèses, j'ai du coup hyper hâte de voir comment Denis Villeneuve va adapter Edric avec sa vision unique et les moyens techniques actuels. Ça va être fou. Le Ghola de Duncan Idaho est présenté à Paul et on voit à la réaction de Paul, ou plutôt à son absence de réaction, qu'il avait déjà vu venir ce qui se passe, que Duncan 2.0 n'est pas une surprise pour lui. Et Paul accepte le cadeau aux grandes dames de Stilgar et des Fremen, qui voient le Ghola comme un monstre et une aberration de la nature. Idaho is dead. This thing is a horror. Send them away. On a ensuite une scène entre Irulan et la révérende mère Mohayam, qui a été arrêtée et emprisonnée. Dans cette scène, il y a un double dialogue entre les deux femmes. D'un côté, il y a ce qu'elles se disent, des banalités sans importance, et de l'autre, en parallèle, il y a le langage des signes avec lequel elles communiquent en secret pour pas que les gardes les entendent. La langue des signes est sous-titrée et je trouve que ça marche bien. C'est un élément du livre qui est plutôt bien reproduit. The Sisterhood is aware of my delay. They have changed your schedule in light of the situation. I'll be patient then. You seem to be adapting to life here quite well. Encore une fois, la révérende mère a tellement une meilleure tête que dans la saison 1. C'est littéralement la première fois que j'arrive à prendre la nana au sérieux. Comme quoi le costume et la coiffure jouent énormément. La scène suivante, en revanche, est un concentré d'à peu près tous les défauts de cette série. On voit Alia s'entraîner au combat et on voit qu'elle est super badass. Alors, dans le livre, cette scène est cool, mais là, la lumière ultra contrastée est moche. It starts with one thing, I don't know why. Le costume d'Alia est assez moche aussi. Les lames en 3D sont mal foutues. Et toute la mise en scène est ultra cliché. Genre on dirait une scène d'un animé japonais avec les ralentis, les mouvements de kung-fu bizarres. Cette scène fait assez tâche par rapport au reste de la série, je trouve. Après, Alia a la classe, je dirais pas le contraire. J'aime me battre. Paul reçoit la visite de Lichna, la fille d'un de ses commandants Fremen. On avait brièvement aperçu Lichna dans une scène précédente, et on comprend vite qu'en réalité, c'est pas Lichna, mais Scytale, le conspirateur, qui a pris l'apparence de Lichna pour approcher Paul. La vraie Lichna, elle, a été tuée et jetée dans le désert. La fausse Lichna révèle à Paul que son père, Otheym, est en train de mourir, et qu'il a des révélations importantes à faire à Paul concernant un complot Fremen contre lui. There is a plot against you. There are many plots against me. This is a Fremen plot, Majesty. My father has information for you. Le truc, c'est que Paul, avec ses dons de préscience, a toujours une longueur d'avance. Il sait que c'est un piège, mais il choisit de jouer le jeu et de laisser faire les choses. A faced answer. Good one, too. Let me take its water. No, still. This must play out the way I've seen it. Alors, vous allez peut-être me dire, pourquoi il laisse faire s'il sait que c'est un piège ? Et vous aurez raison, parce que c'est pas hyper clair dans la série. Mais dans le roman, on comprend que comme il voit tous les avenirs possibles en parallèle, il essaye toujours de prendre les décisions qui auront les conséquences les moins dramatiques, quitte à faire de gros sacrifices par moment. Il y a des choses qu'il laisse faire parce qu'il sait que les alternatives seraient encore bien pires. Certainty of death, small chance of success. What are we waiting for?
Il peut jamais juste vivre dans l'instant présent, il est constamment en train de choisir entre la peste et le choléra, c'est l'enfer. Il sort donc incognito pour aller voir son ami Otheym, et on voit qu'il est espionné par Korba, l'un des Kwisatz, qui a tout l'air de fomenter un mauvais coup. Korba, the stone burner is set and ready. Let the others know of it. Muad'Dib is in the streets. Go. Otheym lui présente Bijaz, un nain, qui détiendrait des informations essentielles concernant le complot, et comme il sait qu'il va bientôt mourir, il confie le nain à Paul. Bijaz est génial dans le livre, il parle d'une manière très étrange, très abstraite, tout en métaphores et en traits d'humour absurde. Et malheureusement, ils ont coupé la plupart de ses répliques dans la série pour des questions de temps, mais le personnage et l'acteur sont quand même chouettes. To be gone is to be bygone. Let bygones be bygones. And Bijaz and Muad'Dib must be gone by now. In one thing you have not changed, dear friend. You still speak in riddles. Ce qui transparaît pas du tout dans la vidéo, c'est que à chaque étape de cet entretien avec Otheym, Paul voit sa vision du futur se concrétiser peu à peu. Il a déjà vu tout ça, il sait exactement ce qui va arriver minute après minute. Et nous, lecteurs, on le sait pas, mais vu son attitude, on sent qu'il va se passer un truc pas cool. Et c'est terrible, parce qu'à chaque fois qu'un petit détail change par rapport à la vision de Paul, il se prend à espérer que peut-être finalement il y a encore une issue, que ça va pas se passer exactement comme il l'a vu. Paul hesitated. There'd been no dwarf in the vision, but all else remained identical. Visions could contain such disparities, and still hold true to their original plunge into infinity. But the difference dared him to hope. Et toute la scène est hyper stressante du coup, elle est presque insupportable de tension sous-jacente, beaucoup plus qu'elle ne l'est dans l'adaptation. Mais encore une fois, c'est quasiment impossible à retranscrire en film, à moins de nous donner accès à toutes les pensées intérieures de Paul, ce qui, comme David Lynch nous l'a montré en 84, n'est pas une bonne idée. My name is a killing word. They are ready to fight, yet in order to lead them, I must conquer the worm, conquer Shai-Hulud. Bon, donc Paul et Bijaz sortent dans la rue, et là, c'est le drame. Les ennemis de Paul commettent un attentat à la bombe. Stoneburner. Don't look at it, Marlon! You can't look at it! Tout le quartier explose, et les effets visuels sont plutôt réussis. C'est même un peu impressionnant, franchement, ça fonctionne bien. C'est la panique dans les rues, et Stilgar retrouve Paul, qui n'est pas mort dans l'explosion, mais qui, comme tous les autres autour, est devenu aveugle. My lord, your eyes. Et là, j'ai un problème. En effet, cette bombe, ce Stoneburner, est une forme de bombe nucléaire dont les radiations attaquent notamment le tissu oculaire, ce qui fait que les gens exposés se retrouvent avec des yeux complètement brûlés et genre littéralement des orbites vides. Et Paul, tout ce que ça lui fait dans la série, c'est qu'il a les yeux qui virent de bleu à noir. This is it. C'est mignon, quoi, hein, mais pas franchement conforme au bouquin. Alors, à la rigueur, j'aurais pu accepter le changement comme un parti pris esthétique, mais la série a fait le choix de nous montrer les effets de cette bombe plus tôt sur le personnage du fils de Farrokh. Vous vous souvenez de lui, là? I'm blind, Father. I'm blind. Et là, il y a un souci de cohérence. Parce que pourquoi le fils se retrouve avec des yeux brûlés au dernier degré, alors que Paul, lui, il a juste mis des lentilles de contact? By all accounts, it doesn't make sense. Alors, je sais, hein, la raison, c'est sans doute qu'Hollywood aime pas trop amocher ses acteurs principaux, alors que les figurants, c'est pas grave. Mais du coup, un, c'est pas cohérent, et deux, on perd complètement le côté brutal et horrifique du truc. Dans le livre, c'est autrement plus dérangeant. Awakening, she'd found Paul sitting beside her, his eyeless sockets aimed at some formless place beyond the far wall of their bedchamber. What the stone burner had done with its peculiar affinity for eye tissue, all that ruined flesh had been removed. Injections and unguents had saved the stronger flesh around the sockets, but she felt that the radiation had gone deeper. Mais reprenons. Là où Paul a un avantage considérable sur les autres victimes de l'explosion, c'est que ses dons de préscience sont tellement développés, tellement précis,
qu'il arrive à se servir de ses visions pour voir sans voir en quelque sorte. Il se laisse guider par elles pour se déplacer dans l'espace par exemple, ce qui donne au Fremen l'impression qu'il n'est pas réellement aveugle et assoit encore plus son image de figure divine au pouvoir surnaturel. He has sight without eyes. Stilgar souligne que la tradition Fremen veut que les personnes aveugles soient abandonnées dans le désert, sympa, ce que Paul refuse. The law, Muad'Dib. We live by Atreides law now still. None of these men are to be taken out into the desert. We call this foreshadowing. Chani retrouve Paul et a pas l'air d'être particulièrement traumatisée par ce qui s'est passé. Dans le bouquin, Chani est vachement plus impactée. Dans les premiers temps, elle a du mal à regarder Paul tellement elle est horrifiée par ces orbites vides qui lui font face. Bonne nouvelle quand même, on apprend que Chani est enfin tombée enceinte. Oh my god! Wow! Paul promet qu'ils vont retourner dans le désert, dans leur ancien Sitch, la communauté où ils ont vécu, et que leur fils sera né là-bas. We will return to our desert, my love. To the Siege, where our son will be born. On a ensuite une scène où Alia soupçonne le nain, Bijaz, de travailler pour l'ennemi. So you are Bijaz. Would I were Bijou and not Bijaz? A jewel is prettier than a horse's ass. Puis une scène où elle réalise que Duncan Idaho 2.0 a des souvenirs de son ancienne vie, et qu'il a donc gardé en lui une part du vrai Duncan. My brother had a mentat teacher who talked like that. Howard. You remember. You did that on purpose. You remember. Ah, et aussi, ils ont une relation amoureuse les deux, que la série ne prend pas tellement le temps de développer. Je passe rapidement sur les scènes d'après qui font pas vraiment avancer l'intrigue et préparent plutôt les épisodes suivants. Entre autres, une scène ambitieuse mais aux effets spéciaux assez nazes, où les conspirateurs tentent de capturer un ver des sables sur Arrakis, dans l'espoir de commencer à produire de l'épice sur leur propre planète. La 3D des vers des sables est toujours aussi mauvaise que dans la saison 1. Intéressons-nous plutôt à la conversation entre Duncan 2.0 et Bijaz. Bijaz, qui est effectivement à la solde des conspirateurs, explique que le Ghola de Duncan a été programmé, entre guillemets, pour tuer Paul, et que ce geste de violence sera déclenché par une parole bien précise de Paul. But one day soon, the Emperor will come to you, a mask of grief obscuring his face, a mask of grief. And he'll say, she is gone, she is gone. And then you will finally know what you're expected to do. À partir de cet instant-là, Duncan 2.0 va être constamment en lutte intérieure avec lui-même. D'un côté, il a des bribes de l'ancien Duncan Idaho qui lui reviennent, et ce gars-là ne veut évidemment pas faire de mal à Paul. Et de l'autre, il y a le Ghola, créé et manipulé par les conspirateurs comme arme contre Paul. Là encore, toute cette dualité psychologique est bien plus développée dans le roman, où elle est vraiment fascinante. Paul quitte la capitale et emmène Chani dans le désert pour la fin de sa grossesse, comme promis. Il emmène aussi Duncan 2.0, Bijaz et le Face Dancer Scytale, qui a toujours l'apparence de la fille Likna. Is it truly necessary to bring the face dancers and the dwarves? They have their parts to play still, just like you and me. Ah oui, on a appris un peu plus tôt que le contraceptif que Chani a pris à son insu pendant des années, qui était une sorte de poison, a considérablement affaibli son organisme et qu'elle a du coup une grossesse à risque. Je me demande ce qui pourrait mal se passer du coup. Very bad feeling about this. On a aussi une scène qui n'est pas dans le roman mais que je trouve plutôt réussie, où Paul, avant de partir pour le désert, fait ses adieux à sa femme Irulan. L'actrice qui joue Irulan, Julie Cox, était déjà une des performances solides de la saison 1. Sans doute ma performance préférée d'ailleurs. Et elle continue à être bonne dans la saison 2. Le dialogue est bien écrit, c'est assez touchant, ça marche bien. I don't want your pity. I'm offering none. Simply telling you the truth. You were destined to be used. By you? By your father. By the Bene Gesserit, by the Spacing Guild. To protect them from me. Et là,
À cet instant commence la séquence qui me fait dire que réellement, cette saison 2 a battu la saison 1 à plate couture. Cette séquence est vraiment, vraiment bonne. Pas passable, pas moyenne, bonne, très bonne à vrai dire. Et elle fait ce que la saison 1, à mes yeux, n'a jamais réussi à faire. Elle véhicule de l'émotion. Pour la première fois, j'en ai sincèrement quelque chose à foutre des personnages. Finally! Dans la saison 1, tout était très froid, très dépourvu d'humanité. Genre, la mort du duc Leto, par exemple, on en avait un peu rien à foutre. La mort de Duncan était même pas montrée à l'écran, et j'étais attachée à personne. Là, honnêtement, je me suis retrouvée investie à fond dans le truc. Alors, voyons pourquoi ça fonctionne aussi bien. La scène est faite d'un montage parallèle entre différents événements. D'une part, l'accouchement difficile de Chani. D'autre part, des plans sur Paul, qui sait exactement tout ce qui se passe mais qui ne peut que laisser faire. Et enfin, à Arrakeen, l'arrestation et l'exécution des différents leaders de la conspiration. You plotted against Muad'Dib, Korba. You conspired against your emperor. You're under arrest for treason. Bon, de base, j'ai un faible pour le montage parallèle. Je l'avais déjà mentionné dans ma première vidéo. Je trouve que c'est un outil de narration cinématographique très chouette quand il est bien utilisé. Et c'est le cas ici. Le montage, le rythme, la façon dont les différents plans se font écho, tout est très efficace. La scène me rappelle d'ailleurs une séquence du film Le Parrain, sorti en 1972, dans laquelle on voit d'un côté le baptême d'un bébé de la famille Corleone et en parallèle l'exécution de tous les chefs des familles ennemies. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. Ça m'étonnerait pas que cette scène ait été une inspiration pour le réalisateur de la mini-série. Deuxièmement, il y a la musique. Elle est top. Elle accompagne vraiment parfaitement la scène. Et sans elle, la scène aurait bien moins d'impact émotionnel. Bon, la musique me fait beaucoup penser à un morceau que Hans Zimmer avait composé pour le film Gladiator 3 ans plus tôt, qui s'appelle Now We Are Free et qui est devenu l'une de ses compos les plus célèbres. Ressemblance, non? Mais là aussi, c'est ok de s'inspirer, je dis pas ça en tant que critique. Troisième aspect qui fait que cette scène marche, le jeu d'acteur. Oui, vous ne rêvez pas, je viens bel et bien de complimenter le jeu d'acteur de cette mini-série. Jeu qui était moins que convaincant dans la saison 1. Kill her now. She's the abomination. The one the ancients warned us about.
She's in my mind. Get her! Get her! Sincèrement, j'en croyais pas mes yeux, mais là, putain, mais l'acting est bon. Bon, toute proportion gardée, hein, c'est pas les performances du siècle, mais Alec Newman, le mec qui joue Paul, il sait pleurer maintenant. Pour rappel, Paul qui pleurait dans la saison 1, c'était ça. Et Paul qui pleure dans la saison 2, c'est ça. There are some things no one can bear. Problems in this universe for which there are no answers. For which nothing can be done, nothing. I am sorry. Bordel de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars s'est joué? J'en suis tout ému. Est-ce que l'acteur a pris des cours de rattrapage entre les deux tournages? Ou est-ce que c'est le script et la direction de l'acteur qui ont fait la différence? Aucune idée. Mais en tout cas, je tire mon chapeau à ce monsieur. Je me suis dit, mais c'est pas le même mec, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Le quatrième point est directement lié au jeu d'acteur et je l'ai déjà brièvement évoqué, l'émotion. De toutes les scènes de la mini-série jusque-là, c'est, à mon sens, la première qui a une vraie force émotionnelle. Alors, évidemment, au niveau scénaristique, il se passe des trucs tristes. Chani meurt en couche, notamment. Donc oui, on peut facilement construire du pathos à partir de ça. Mais au-delà de Chani, la série donne un vrai impact au destin de tous les personnages, y compris les conspirateurs. En vrai, voir Edric, le navigateur de la guilde, mort dans son bocal cassé comme un poisson sans eau, bah ça m'a fait un petit truc. Voir Mohiam se faire trancher froidement la gorge dans sa prison, sachant ce que ça implique de tuer une révérende mère du Bene Gesserit, c'est chaud quoi. Et Korba, qui est enfermé vivant dans un death still, ces espèces de machines utilisées par les Fremen pour extraire l'eau du corps de personnes défuntes, bah y a un côté atroce à cette mort qui m'a mise pas bien. J'en avais enfin quelque chose à foutre. Emotional damage. Suite à tout ça, le montage classique reprend. Paul fait la connaissance de ses enfants, puisque, surprise, Chani a accouché de jumeaux, une fille et un garçon. Ce que Paul ne savait pas, il avait eu des visions que d'un seul enfant. I never saw children. Dans la série, Paul a une dernière conversation avec Chani, conversation qui n'est pas dans le roman, où Paul arrive trop tard, après la mort de Chani, et Chani meurt. Le roman est très clair sur le fait que Paul savait depuis longtemps que Chani allait mourir en couche, mais qu'il a accepté ce destin, aussi horrible qu'il soit, parce que toutes les autres variantes du futur que ses visions lui avaient montrées étaient encore bien pires. Chani, he thought. There was no other way. Chani, beloved, believe me that this death was quicker for you. And kinda. They'd have held our children hostage, displayed you in a cage in slave pits, reviled you with the blame for my death. This way we destroy them and save our children. À la mort de Chani, Paul parvient enfin à sortir du piège de ces visions prescientes qui guident chacune de ses décisions. Soudain, il n'a plus de vision, ce qui pour lui est extrêmement libérateur, mais veut aussi dire qu'il est désormais vraiment aveugle, au sens physique comme au sens prophétique. I can't see. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ensuite, tout s'enchaîne assez vite.
Paul, complètement dévasté, prononce les mots qui servent de déclencheur à Duncan 2.0. She is gone, Duncan. She is gone, Duncan. Duncan sort son couteau et s'apprête à tuer Paul, mais au dernier moment, le vrai Duncan prend le dessus sur le Ghola et il tue Bijaz à la place. Scytale dévoile alors son jeu. Maintenant que Paul a la preuve qu'un Ghola peut récupérer ses mémoires et sa personnalité originale, il propose à Paul un deal assez monstrueux. Faire revivre Chani en tant que Ghola, lui offrant la possibilité de la retrouver. En échange, évidemment, de son pouvoir impérial, du contrôle d'Arrakis, du monopole sur l'épice, etc. Majesty, don't you see what this means? You can have her back again. Your beloved Chani. The proof is standing right in front of you. We can restore the flesh and the spirit. We can recreate her. This was your plan all along. Plots within plots, my lord. You should know this better than anyone. Paul est tenté, mais est conscient que ce serait de la folie et que Chani n'aurait jamais voulu ça, et refuse l'offre, finissant par tuer Scytale d'un coup de couteau et éliminant ainsi le dernier leader des conspirateurs. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Ouais, c'était épuisant. Vous avez réussi à suivre? Ok. Alors maintenant que presque tout le monde est mort, c'est parti pour un dernier round de tristesse et de désespoir. Yay! La dernière scène de l'épisode est de nouveau narrée en voix off par Irulan. On apprend que Paul est parti seul dans le désert pour y mourir, embrassant ainsi la tradition Fremen qui veut qu'une personne aveugle se livre au désert. No longer an emperor, no longer a god. A simple blind Fremen wanders alone into the desert to die. They say he has gone on a journey into the land where men walk without footprints. Ce faisant, il s'assure la fidélité des Fremen qui voient dans ce geste la preuve ultime qu'il est l'un des leurs jusqu'au bout. Et je trouve qu'il y a une espèce de poésie morbide dans cette fin. Après avoir passé des années à gouverner les Fremen avec ses propres lois, à altérer leur planète et leur mode de vie, Paul prend la décision finale de revenir aux plus pures traditions Fremen et de s'abandonner au désert. Pas comme un empereur, pas comme un dieu, mais juste comme un homme, comme un Fremen. Le tout dernier plan de l'épisode, par contre, est à mon avis en trop. On voit un énorme ver des sables, dont la 3D est peut-être un peu moins dégueu cette fois, qui émerge derrière Paul, et on le voit fondre sur lui, signifiant clairement qu'il va se faire tuer par ce ver. Or, dans le bouquin, on ne sait pas quand ou comment Paul meurt, la fin est plus ouverte, ce que je trouve préférable. On sait juste qu'il est parti pour mourir, et que les Fremen n'organiseront pas de recherche pour le retrouver, parce que ça va à l'encontre de leurs coutumes. Eh, ça y est, vous êtes tous déprimés maintenant? Ouais, moi aussi. Je veux dire, soyons clairs, je savais que ce livre allait mal se terminer avant même d'en lire la première page. Vu la fin du premier tome de Dune, vu l'arc narratif de Paul, je savais qu'on ne se dirigeait pas vers « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Toute l'intrigue de Dune est basée sur le modèle de la tragédie grecque, des personnages qui tentent de lutter contre un destin tragique et le destin qui finit inévitablement par prendre le dessus. Mais putain, cette fin m'a laissé une sensation de vide et d'amertume que j'avais pas ressentie depuis longtemps devant une œuvre de fiction. Je me souviens avoir ressenti ça devant le film Requiem for a Dream à l'époque. Le genre de fin où après, tu t'allonges sur ton lit et tu fixes le plafond pendant 1 heure en sachant plus quoi faire de toi-même. J'ai plus envie de boire ni de manger. J'ai plus envie de me peigner. Je suis limite nervous breakdown. Honnêtement, j'ai fini Dune Messiah un soir juste avant d'aller me coucher et j'ai pas bien dormi après, ce qui m'arrive jamais. Et en même temps, c'est une fin que j'aime beaucoup. Quelque part, ça ne pouvait se finir que comme ça. Je la trouve malgré tout assez belle. Est-ce que j'ai déjà mentionné que j'ai tellement hâte de voir l'adaptation de Denis Villeneuve? Eh mais entre la patte artistique incroyable du gars, son casting 5 étoiles, son génie de directeur de la photo, les moyens techniques actuels et la musique de Hans The Boss Zimmer, ça va être dingue. Bon, avant de conclure cette vidéo, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour parler du parallèle entre Dune et Star Wars? Non, parce que c'est quand même assez marrant.
C'est pas un secret qu'au sens large, tout le concept et l'univers de Star Wars ont été inspirés par Dune. Et le personnage d'Anakin Skywalker a été inspiré par le personnage de Paul Atreides. Bon, dans une version bien plus manichéenne, certes. Mais quand on y réfléchit, Dune Messiah, c'est littéralement Star Wars épisode 3. Excusez-moi, mais le protagoniste, qui est une sorte d'élu, a des visions prophétiques de sa compagne qui meurt en donnant naissance à leur enfant. It was only a dream. You die in childbirth. Ses actions pour tenter d'empêcher cet avenir sont précisément ce qui finira par mener à cet avenir. On appelle ça une self-fulfilling prophecy, une prophétie auto-réalisatrice. For reasons we can't explain, we are losing her. It was the birth, my lord. They said her body was drained by the speed of it. La copine meurt en couche. Elle donne naissance à des jumeaux, une fille et un garçon, ce que le protagoniste n'avait pas vu dans ses prédictions. These are your children, Muad'Dib. Both are alive and strong. Children? Twins, my lord. We need to operate quickly if we are to save the babies. Babies? She's carrying twins. Et ces jumeaux, en grandissant, vont influencer le destin de toute la galaxie. Bon, évidemment, il y a des divergences, notamment le fait que Paul, contrairement à Anakin, finit par se résigner à accepter ce futur parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Is there no other way? Mais en revoyant la mini-série, ça m'a vraiment frappé à quel point les deux intrigues se ressemblent. Alors, maintenant qu'on a disséqué tout ça, qu'est-ce qu'on en pense de cette adaptation de Dune Messiah par Sci-Fi ? Eh ben, on en pense que c'est franchement pas mal. Évidemment, tous les compliments que je fais, je les fais encore une fois toute proportion gardée. Objectivement, ça reste une série un peu cheap, les effets visuels ont très mal vieilli, les acteurs sont parfois pas terribles. But that will mean chaos. Mais dans l'ensemble, elle est plutôt bonne. Et cette scène en montage alterné, dont je viens de vous parler en détail, c'est pour le coup une scène excellente, qui élève le niveau de tout l'épisode. C'est 5 minutes de très bonne télévision. Si j'ai un regret global en ce qui concerne cette adaptation, au-delà de ses défauts techniques, c'est que certains passages et certains concepts du livre sont totalement passés à la trappe, alors qu'ils étaient super intéressants. La confrontation entre Paul et Mohiam, par exemple, où elle lui suggère de faire un enfant avec sa propre sœur pour préserver la pureté de la lignée Atreides. Ou le fait que Leto, le fils de Paul, s'avère être le fameux Kwisatz Haderach que le Bene Gesserit tentait de créer depuis des siècles, né avec la mémoire de ses ancêtres masculins et féminins. Ou encore tout le propos du bouquin sur le changement climatique, à travers le désir de Paul de modifier le climat d'Arrakis et les conséquences sur son écosystème. Dans l'ensemble, la série a été considérablement simplifiée par rapport au roman. Elle est moins intellectuelle, moins philosophique, plus grand public, ce que je peux comprendre, le but étant de faire de l'audience et pas de s'adresser seulement à un public niche. La richesse intellectuelle de Dune est assez unique en science-fiction. Les bouquins sont tellement denses que j'ai toujours du mal à les expliquer à ceux qui les ont pas lus. Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Et cette complexité, cette particularité se perd dans la série. Mais c'est normal, et je vois pas trop comment ils auraient pu faire autrement sans rendre le truc hyper indigeste. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette adaptation. Et qui sait, tel que je suis partie, peut-être que je vous pondrai une 3e vidéo sur l'adaptation du tome 3, un de ces jours. Allez, en attendant, à la prochaine. Salut!